D'où parlez-vous? Sur quelles croyances vous vous appuyez lorsque vous accompagnez? Croyez-vous que l'inconscient est un réservoir de ressources, ou bien un réservoir de pulsions, ou encore toute autre chose? Est-ce que vous pensez que le changement peut se faire très rapidement? Si oui, quel changement? Un symptôme, un trauma, un trait de personnalité? À quel rythme? Pour quel client? C'est tout ce que nous allons aborder dans cet épisode 80, dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Vialet, hypnologue, gestaltiste et formatrice en hypnose. Nous sommes déjà à l'épisode 80. Merci à toutes et à tous pour vos mots doux sur le podcast et vos encouragements. C'est ce qui permet entre autres de continuer. Si vous appréciez le podcast, pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez retrouver les notes de podcast dans la description, dans des fiches récapitulatives comme d'habitude. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Alors bonjour Pauline et bienvenue dans le podcast Hypnose et compagnie et merci beaucoup d'avoir répondu positivement à l'invitation. Bonjour Sach- Anna, merci pour ton invitation. On s'était eu au téléphone, je vais remettre un peu de contexte, on s'était eu au téléphone parce que j'avais fait un petit post Facebook pour chercher des personnes qui étaient spécialisées dans différentes choses, la Gestalt, la systémie, etc. Et je ne sais plus qui avait donné ton nom, Yann, je crois, Je me demande peut-être. si c'est pas Adrien Moulard. Ah, peut-être, Adrien aussi. Ouais. Et on s'était eu au téléphone et on avait parlé de ta façon de travailler et notamment de l'importance que tu mettais dans le cadre conceptuel. Alors pour te présenter rapidement, tu compléteras. Donc Pauline, toi, tu es hypno. Ah, je sais pas comment tu appelles ça d'ailleurs. Tu te dis accompagnante ou hypnothérapeute? Comment tu te définis? Accompagnante, hypnologue. Ok, donc accompagnante hypnologue. Donc tu fais de l'hypnose, tu fais de la Gestalt. Et tu es formatrice pour l'Arche et superviseuse à ton compte, si j'ai tout bon. C'est ça, je fais de la supervision professionnelle en individuel, ouais. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour te présenter rapidement? Aujourd'hui, t'as balayé l'ensemble de mes activités, avec évidemment des spécificités dans ces diverses activités. Et puis, pour donner là d'où je viens, avant ça, j'étais infirmière. Et avant ça encore, je viens du milieu du spectacle. J'étais dans la danse. D'ailleurs, je parle pas mal de ton parcours et de l'apport que ça a dans ta pratique, notamment la danse et les arts, dans le podcast que tu as enregistré avec Adrien. Donc, je vous invite, je vais essayer de ne pas faire redite. Et donc, pour compléter sur tout ce que Pauline vous dira, et si ça vous intéresse d'aller voir plus loin, bah, allez voir le podcast d'Adrien. En plus, il est en vidéo. Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans les commentaires. Ok, donc on va beaucoup parler cadre, et notamment le cadre conceptuel. Est-ce que tu peux déjà définir ce que c'est qu'un cadre conceptuel? Ouais. Question large. Essayer et puis tu complètes si c'est pas exhaustif. Comment je pourrais définir ça? Pour moi, ce qu'on appelle le cadre conceptuel, c'est qu'en fait, toute pratique d'accompagnement, notamment dans les pratiques de psychothérapie, s'appuie sur tout un bagage de connaissances, de façon de regarder la psyché. Donc, il y a une théorie de la psyché, il y a des modes opératoires, il y a tout un ensemble de concepts, en fait, et de techniques qui donnent un cadre particulier à la façon dont on va euh, accompagner la personne. Comment on l'écoute, comment on la regarde, et puis du coup, qu'est-ce qu'on met en place pour l'accompagner. Et donc, c'est, d'après toi, la posture aussi, les théories sur lesquelles on s'appuie et les stratégies qu'on va utiliser ou qu'on va mettre en place dans la séance, qui dépendent de ce cadre conceptuel. Est-ce que tu peux donner un exemple concret, par exemple, dans l'hypnose? C'est quoi notre cadre conceptuel? Alors, c'est pas le meilleur exemple. Et Je c'est le plus compliqué. C'est pas facile ta question parce que justement le cadre conceptuel de l'hypnose, il est déjà très hypnotique parce qu'il est un peu paradoxal. Souvent, on dit en fait qu'il n'y a pas de cadre. On peut entendre ça quand on commence. Pour simplifier, on va dire en fait, on enlève les croyances, on enlève les concepts et on est directement en lien avec ce qui se passe ici et maintenant, sans analyser, sans prévoir, sans présupposer. Et en fait, c'est un cadre conceptuel, ça. C'est déjà une façon d'être en lien, une façon d'écouter, une façon de regarder. Et plus précisément, en fait, ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on raconte tout de suite ou qu'on développe tôt dans la formation, ça vient plus tard, en tout cas à l'Arche.
on explique un peu plus tard, mais en fait, on vient d'un cadre qui est le paradigme, plutôt, on vient du paradigme constructiviste, justement, qui vient nourrir ça, le paradigme constructiviste qui, dans les années, j'ai peur de dire des bêtises, je dirais dans les années 60, 70, Palo Alto, hein, l'école de Palo Alto, qui a commencé à essayer de sortir justement du déterminisme qui était très présent en sciences et aussi dans les concepts psychologiques. Ok. Donc le constructivisme qui a essayé de porter un regard nouveau sur l'humain, notamment en amenant, je simplifie beaucoup, mais en amenant, tiens, et si on arrêtait de faire rentrer des gens dans les cases, si on cessait de croire qu'ils étaient déterminés par des liens de cause à effet et qu'ils sont aujourd'hui le fruit de leur passé, si on se met en lien directement ici et maintenant avec ce qui est sans grille de lecture, sans présupposer, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà un cadre conceptuel. C'est déjà en fait pétri de croyances Et la posture dans ce cadre-là, donc, c'est d'être dans une écoute active, de pas donner de conseils, des choses comme ça. Quand je rapproche à ce qu'on apprend, par exemple, en praticien, ça va être la posture basse, etc. ouais, c'est ça. C'est comme il y a cette conception de qu'est-ce qui se passe ici et maintenant, qu'est-ce qui émerge ici et maintenant, et que ce n'est pas juste une résultante d'une histoire passée. Du coup, on peut décrypter que c'est créatif, que c'est nouveau et que je ne sais rien. Ça donne une posture particulière et une approche particulière. Comment le cadre conceptuel, évidemment, entraîne une posture particulière. C'est-à-dire, ben, donc je ne sais rien, je ne peux que me rendre réceptif à ce qui est vivant maintenant. Et donc, comme tu dis, la position basse, en fait, je ne sais pas. Et puis tri sur l'autre, puisque je ne sais pas, je ne peux que être attentif, très attentif à ce qui émerge de nouveau, de créatif et de surprenant. Est-ce que ça dépend des moments de la séance, cette posture? C'est-à-dire, dans ce qu'apporte l'autre, par exemple, dans la discussion, on est dans un truc, bah, je sais pas, je découvre l'autre et je prends les infos qu'il me donne. Et à partir du moment où on va commencer à construire une stratégie, là, on sort du je ne sais pas et on va quand même amener quelque chose de nous là-dedans ou... est-ce que je suis claire déjà dans ma question? Ouais, je crois. Je crois que ta question, c'est est-ce qu'à un moment donné, on met quand même de nos connaissances. Ouais, ouais, bah par exemple, dans notre façon de décider comment on va faire la séance, par exemple, sur quel levier je vais appuyer pour le changement. Est-ce que je décide de partir sur l'estime de soi parce que la personne ne nous apporte jamais une seule chose? Ce serait trop facile. Donc on a quelqu'un de global avec plein de fils qu'on pourrait tirer. Et nous, on va décider d'un fil. À ce moment-là, cette décision de fil, est-ce que c'est une posture haute pour toi? Dans le sens où bah, c'est moi qui prends la décision et Dans les apprentissages, on fait la différence entre le leading et la position haute. Donc, c'est vraiment comment, ben oui, à un moment donné, j'ai des techniques en main, euh, je, et donc je vais proposer quelque chose. Il y a plein de directions qui s'offrent à nous, et puis je vais t'aider au maximum en me retirant, en te faisant les propositions les plus ouvertes possibles. Mais effectivement, je suis quand même un expert des techniques, et puis je vais aller faire des tentatives, je vais avoir des stratégies. Dans les formations, on appelle plutôt ça du leading que de la position haute. Et puis, je dirais que ça va aussi dépendre des différents courants de pensée dans l'hypnose, et puis aussi de la couleur du praticien. Tu vois, si on va vers une approche à la Roustan, il va créer un espace où tout est possible et finalement, il est très peu interventionniste. Alors qu'il y a d'autres approches où, en effet, c'est très stratégique et finalement, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix amenés par le praticien. Tiens, on va aller là, on va voir des parties qui discutent mal, on va les faire dialoguer entre Mhm. elles, on va aller faire des régressions. Et voilà, ça va aussi dépendre de la couleur, quoi. Est-ce que je suis très stratégique? Est-ce que je propose beaucoup? Ou est-ce qu'au contraire, je suis très en retrait et que je laisse émerger? Ok, c'est intéressant. Alors ça, c'est une question, comment dire, c'est ma curiosité personnelle. J'ai l'impression que dans le cadre conceptuel qu'on a de l'hypnose, en tout cas ericksonienne, ou en tout cas moi comme je l'ai appris, qui était un gros mélange de PNL et hypnose, il y a aussi une espèce de base un peu psychanalyse, parce que en effet, il y a du constructivisme,
Mais il y a aussi les régressions, comme tu disais, et il y a beaucoup il y a une cause dans le passé qui crée le problème maintenant. Et donc, on va partir dans le passé, dans la régression, pour aller apaiser une émotion, faire du reparentage ou des choses comme ça. Est-ce que ça te parle ou tu vois pas ça comme ça, toi? Oui, je crois que j'ai un peu changé de regard au fur et à mesure, parce que ça fait plus de 10 ans que je suis hypno. Et je crois qu'on peut avoir divers regards et j'ai peut-être pas fini d'avoir modelé ces idées-là. En tout cas, oui, c'est vrai, la plupart des écoles aujourd'hui, en tout cas celle dans laquelle j'enseigne, on n'est pas dans le tout constructiviste à tout prix et qu'on remet quelques grilles de lecture, ce qu'on appelle les approches plutôt biographiques, c'est-à-dire effectivement toutes les approches en régression où au présent, il y a quelque chose qui me fait souffrir et puis je vais aller voir dans le passé pour aller transformer quelque chose et que ça change au présent. Donc, on pourrait se dire, mais tiens, on remet du biographique, on pourrait même se dire, bah, tiens, il y a certaines grilles de lecture psychanalytiques qu'on peut retrouver dans les approches en régression. Donc, à la fois, ben, oui, c'est vrai, c'est pas tout constructiviste, mais par ailleurs, on peut aussi porter un autre regard qui est, mais finalement, et là, je vais dire une phrase de Gilles Delille, qui est mon maître à moi en psychothérapie gestaltiste des relations d'objets. Il dit, mais en fait, on ne traite pas quelque chose qui s'est passé il y a 35 ans, on traite quelque chose qui se reproduit depuis 35 ans. On voit un pattern régulier qui se reproduit depuis 35 ans. Et là, ça me fait revenir à la posture constructiviste et où je me dis, mais en fait, les deux sont pas si opposés parce que c'est ici et maintenant, au présent, que quelque chose est vivant et actif, émerge sans cesse, encore et encore, et que je vais traiter au présent. Ouais, on peut mixer les deux finalement. Oui, et comment finalement la posture constructiviste peut se retrouver même dans des approches en régression. Je ne sais pas si je suis claire et Oui, oui, suffisamment. complètement, complètement, complètement. Pour toi, en quoi c'est important de connaître ce cadre conceptuel? Tu vois, sur, par exemple, le constructivisme, sur quoi on s'appuie? Quelle est l'importance de connaître ça pour un praticien? Plein de raisons. Je pense déjà, à mon sens, je trouve que c'est vraiment important de se cultiver, d'être cultivé, d'avoir une culture dans le vrai sens du terme, d'avoir une culture commune avec nos pairs, c'est PAIRS, hein. Euh, parce que sinon on peut juste dire bah moi je fais sans croyance et sans connaissance et puis en fait ça devient un peu du grand n'importe quoi. Constructivisme ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, de travail rigoureux en fait basé sur des connaissances solides. Donc je pense qu'on a besoin d'être cultivé, d'avoir une culture commune pour savoir à quoi se référer, pour savoir avec qui dialoguer et communiquer dans notre cadre conceptuel donné. Je pense que c'est important de savoir d'où on parle. Ça, c'est ce que je dis souvent en formation, c'est ce que j'ai dit dans le podcast avec Adrien, donc je vais essayer d'être brève. C'est important de savoir d'où on parle. Parce que, encore une fois, avoir un cadre conceptuel, c'est avoir un concept sur la psyché, et puis c'est avoir un mode d'intervention. Et si je regarde une autre intervention d'un autre praticien qui vient d'un autre paradigme et que je n'ai pas la culture de son paradigme et que je regarde ses interventions depuis mon cadre à moi, peut me paraître complètement déconnant, par exemple, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le même concept et que dans son concept à lui, ben, certainement que c'est efficace. Si c'est présent depuis longtemps, c'est qu'a priori, ça a quand même montré son efficacité. Donc ça, c'est la première chose. D'où je regarde pour apporter un regard critique intelligent. Et puis, qu'est-ce que ça peut permettre d'autre? Avoir un cadre conceptuel, ça permet aussi de savoir nos propres limites. Ok, je suis dans un cadre donné pour approcher certaines thématiques ou certaines façons que la psyché a de s'organiser. Et puis, il y a peut-être d'autres choses que je ne pourrais pas travailler parce que ça ne rentre pas dans mon cadre conceptuel. Donc, ça permet de connaître nos propres limites. Je peux trouver d'autres choses encore, hein. Moi, quand je te parlais d'être cultivé, de se cultiver sur euh, d'où on parle et là d'où l'on vient, ce que je trouve important aussi, c'est que souvent un cadre conceptuel va émerger en transformation, ou peut-être même un peu en réaction à un état des lieux de là où ça émerge. Dans les années 60,
quand le Mm. constructivisme commence à se développer, c'est dans un contexte particulier où justement on était très pris dans le déterminisme, dans le tout biographique, en gros, on était beaucoup dans des choses qui mettent les gens dans des cases. Et du coup, la réaction a été très forte et le constructivisme a été extrêmement riche. Et je pense que c'est important de savoir où a émergé, quel est l'historique de notre pratique, parce que aujourd'hui, être aussi affirmatif, par exemple, peut-être que c'est plus aussi nécessaire que dans le contexte où ça a émergé à l'époque. C'est vraiment super intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec quelqu'un où on parlait du concept d'inconscient protecteur. Et elle me rappelait qu'en fait, ça avait émergé dans une époque où l'hypnose était considérée comme dangereuse. Et donc, il fallait absolument rassurer les gens. Et que donc, garder cette idée d'inconscient protecteur qui peut jamais aller contre l'autre, enfin, qui peut pas, qui prendra pas toutes les suggestions, quoi, par exemple. Quand tu me parles d'inconscient protecteur, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que tous les concepts psychanalytiques sont basés sur un inconscient qui est un réceptacle névrotique aussi. Oui. Et Erickson qui amène l'idée que l'inconscient est protecteur ou que l'inconscient est un réservoir de ressources, ben, waouh, c'est hyper beau et c'est hyper riche. Et puis, c'est un sacré recadrage, en fait. Ce n'est pas qu'un espace de souffrance cachée, pulsion qu'il faudrait contenir. C'est aussi un endroit de ressources, d'émotions, de vivant. Et puis, aujourd'hui, en effet, bah, peut-être qu'on a besoin d'amener des nuances. L'inconscient, ben, si on le considère que comme un endroit de ressources et de protection, on peut aussi faire des dégâts. Mais à l'époque où ça a émergé, ça a été un gros mouvement de respiration, je pense. Je te rejoins sur l'idée d'amener de la nuance et en fait, c'est peut-être l'un et l'autre. Si je résume, tu m'as dit donc l'importance de connaître nos cadres conceptuels. Ça va être de ne pas se faire croire qu'on fait sans croyance et qu'il n'y a que le client qui va apporter quelque chose et que nous, on va rien apporter. Et je trouve que c'est intéressant parce que souvent, on a tendance à oublier nos propres biais et nos propres projections, etc., dans l'accompagnement. Et quand on nous apprend que de toute façon, nous, on est une page blanche et qu'on va rien apporter, ben, on ne se connaît pas assez. Du coup, on ne connaît pas nos problématiques d'accompagnant. Est-ce que ça te parle, ce que je dis? Je me sens pas Ah claire oui, ce matin. ouais. Moi, en tout cas, ça m'a paru clair. Et là, pour le coup, je suis vraiment d'accord. Tu me dis si je me trompe, ce que tu es en train de dire, c'est puisque tout vient de l'autre, on transmet ça hein, C'est ça. aujourd'hui dans le cadre, souvent dans les écoles qu'on transmet. Donc, il n'y a rien qui vient de moi et je n'ai pas besoin de mettre en lumière ce qui se passe pour moi dans mes accompagnements, puisque je suis retirée de l'espace thérapeutique, juste je crée la bulle où l'autre va travailler dedans. Et évidemment, moi, venant de la thérapie de la relation, hein, étant gestaltiste, ben, je travaille pas comme ça. Et vous Et avez je pas mal trouve bossé que sur le transfert contre transfert, du coup, dans la relation qui se passe, en fait, dans le accompagnant-accompagné. oui, ça. Alors en Gestalt, c'est même l'outil principal. Euh, je vais peut-être même être un peu provoque, hein, mais l'outil principal, c'est ce que je vis, c'est-à-dire mon contre-transfert. Qu'est-ce que je vis à l'occasion du transfert du client? Mon outil principal également, ça va être en fait la projection, c'est-à-dire qu'est-ce que j'imagine, qu'est-ce que je vis et de quelle manière je le mets dans le champ. Donc là, c'est assez loin en apparence de ce qu'on propose en hypnose. Donc effectivement, dans ce cadre-là, il y a vraiment besoin d'avoir mis en lumière ce qui se passe pour nous, justement, comme tu dis, pour aller regarder nos propres biais, savoir qu'il y a des zones qui nous mettent plus en difficulté, qui vont nous faire dysréguler émotionnellement, des zones où on ne veut pas aller, qu'on va fuir, qui peuvent éventuellement orienter nos stratégies. Et là où ça devient un peu problématique, c'est quand c'est inconscient. Quand j'ai pas conscience que mes biais, que mes zones d'ombre, que mes évitements vont orienter mes stratégies. Et d'où l'importance de la supervision, pour le coup, d'avoir quelqu'un en backup qui met le doigt. Là, je crois que, enfin, en tout cas pour moi, c'est tout vraiment l'intérêt de la supervision, parce que quand c'est technique, c'est intéressant, mais en fait, enfin, tu montes ta vidéo à un autre hypno, il t'amènera des trucs techniques, des machins, mais de ce qui se Oui, passe dans le relationnel et dans les zones qu'on va pas explorer
qu'est-ce que ça provoque chez nous et pourquoi on va pas les explorer, etc., etc. C'est vraiment le truc important de la supervision pour moi. Oui, bah, là, oui, je suis 100% d'accord avec toi. Et j'ai envie de préciser, du coup, puisqu'on parle de ça, de la supervision, j'ai vraiment envie de dire, je dis souvent, c'est mon gimmick permanent, on ne se fait pas superviser parce qu'on n'est pas bon, on ne se fait pas superviser parce qu'on doit progresser. À mon sens, hein, mon regard, c'est qu'on se fait superviser toute la vie, que un praticien qui est superviseur, il se fait superviser. En tout cas, pour ma part, c'est mon cas. Je suis superviseuse, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que j'ai pas le niveau, c'est pas parce que je dois progresser, c'est parce que c'est pas le même job. Et que moi, mon job en tant qu'accompagnante, c'est d'être le nez dans le travail avec l'autre. Et puis, c'est pas facile d'être et complètement le nez dans le travail et d'avoir un regard méta qui va pouvoir voir l'ensemble de ce qui se passe et dire, tiens, t'as pas mis la lumière là, tiens, t'as pas arrosé ici. Donc voilà, c'est juste ça. C'est que un superviseur, une superviseuse, ça sert à avoir le regard méta qui fait que moi, en sécurité, je peux aller le nez et les mains dans le travail avec le client. Mm. Ouais, c'est intéressant. Donc ça te libère presque de l'espace mental pendant la séance, parce que tu sais qu'après la séance, tu auras quand même une capacité, enfin, quelqu'un pour t'aider à aller voir ce que tu n'es pas allé voir, quoi. Absolument, C'est tout intéressant. à fait. Parce on pourrait se dire, je fais l'avocat du diable, mais il suffit d'enregistrer notre séance et regarder la vidéo et voilà quoi, on prend la position méta. Et alors personnellement, je pense que non, parce que quand on connaît pas la couleur bleue, on peut pas l'inventer tant que personne nous l'a montré. Et c'est le principe même de la zone d'ombre. Oui, et que c'est pas qu'une question de temporalité. Bien sûr, hein, si j'enregistre ma séance ou même si je prends des notes, je vais revenir dessus 15 jours plus tard, avoir une position, mais je suis le nez dedans, il y a des choses que je vais voir autrement. Mais c'est pas qu'une question de temporalité. De nouveau, je m'appuie sur moi, mes propres concepts, mais il y a des zones où ben, je suis plus fragile, où ça vient résonner avec mon histoire, et où, même 15 jours après, j'ai encore le nez dedans, en fait. C'est pas qu'une question de laisser passer du temps. Tu fais de la supervision, tu me disais supervision, tu as même un projet de supervision didactique et clinique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Bah parce qu'il y a plusieurs types de supervision. Comme tu disais tout à l'heure, par exemple, ça peut être de la supervision technique. Pour les gens qui débutent, bah, ça c'est génial, c'est-à-dire comment être guidé sur comment on construit une stratégie. Et puis, il y a aussi de la supervision clinique, c'est vraiment comment on va amener des cas, et puis c'est ce qu'on disait, comment on peut prendre un peu de recul et voir qu'est-ce qui s'est joué dans la séance que je n'ai pas vu, notamment euh, pris dans des enjeux relationnels Mhm. et didactiques. Pour didactique, c'est que la supervision est aussi, à mon sens, l'occasion de formation continue, en fait. Comment je peux apprendre, je peux continuer à apprendre quelque chose à l'occasion de ma pratique professionnelle grâce à quelqu'un qui vient et driver ma pratique et continuer à m'enseigner des choses. Voilà, donc supervision didactique et clinique. Comment tu fonctionnes, toi, lors de la supervision? Moi, par exemple, ça m'arrive d'en faire, je demande des vidéos des personnes. Quel est ton fonctionnement de superviseuse? Ouais, alors moi je demande jamais de vidéo, j'y avais même pas pensé, tu vois, ça pourrait, mais je crois que ça me ferait un drôle d'effet. Encore une fois, comme je travaille sur les enjeux relationnels, avec en Gestalt la notion de champ. Qu'est-ce qui est dans le champ? Pour moi, une caméra avec une tierce personne qui peut regarder la chose à l'extérieur, ça colore le champ. Donc, je trouve super intéressant, mais depuis mon paradigme, je ne ferai pas ça. Et moi, pour l'instant, ce que je fais en supervision individuelle, c'est que je demande aux gens de m'amener un cas, de me le présenter. Je donne un processus pour me le présenter de façon assez succincte et claire. Et puis, la personne m'en parle et ça m'intéresse non pas d'avoir un regard objectif, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse pas tant d'avoir une vidéo, mais plutôt comment elle le vit, elle, comment elle va me le raconter. Voilà, donc avec bien sûr la conscience que c'est biaisé, en partie, puisque ça va être de son point de vue à elle qu'elle me fait part du cas qui lui pose problème. Et voilà, elle m'amène un cas, elle me le présente,
elle me présente ce qui lui a posé difficulté, et puis on va réfléchir ensemble sur les dynamiques relationnelles qui ont peut-être pu entraver, même pas forcément entraver d'ailleurs, ça même très souvent, on m'amène des cas qui posent question, mais où les gens ne sont pas forcément en difficulté. Ils savent que là, tiens, il y a quelque chose, il y a un trigger, ou je vois quelque chose qui se répète dans mes accompagnements, ça me questionne, et puis on va aller regarder ce qui s'y passe. Ok. J'ai répondu à ta question? Complètement, complètement, Ok. complètement. Et donc, tu parles des relations, du relationnel, ce qui me fait rebondir directement sur la Gestalt et sur ton cadre principal, finalement, toi, d'accompagnement. Et toi, plus spécifiquement, c'est aussi la relation d'objet. Donc, tu sais, la PGRO, c'est ça. Oui, absolument. Tu pouvais nous l'expliquer comme à un enfant de 5 ans. Oui, je vais essayer de faire simple. La Gestalt dans ses origines, c'est aussi une approche constructiviste. Fritz Perls connaissait, donc le fondateur de la Gestalt, Fritz Perls connaissait Erickson, il connaissait Virginia Satir, je pense qu'il connaissait Bateson. Et lui, il s'est intéressé, il a un regard constructiviste, mais il s'est intéressé vraiment à l'entre-deux, qu'est-ce qui se passe entre soi et l'autre, ici et maintenant. Donc on est là aussi dans ce mouvement constructiviste, on s'intéresse à ici et maintenant, et dans la rencontre, à l'endroit du contact, qu'est-ce qui émerge? C'est pas toi ou moi, c'est ni toi et moi, c'est à la frontière, à l'entre-deux. Qu'est-ce qui émerge? Donc, c'est pas incompatible avec l'approche d'Erickson parce que finalement, il y a tout un soubassement commun. Et puis, moi, je fais, comme je te disais, donc, en effet, de la psychothérapie gestaltiste des relations d'objets. Et c'est dans les années 2000, Gilles Delisle, qui est un gestaltiste, mais qui est québécois, qui est aussi, je pense, pétri de psychanalyse, et qui, lui, a remis des grilles de lecture psychanalytiques, notamment les théories du développement et les théories de l'attachement. Hein, pour donner un grand nom des théories de l'attachement, deux grands noms, on Oui. a Winnicott et Bowlby. Pour faire simple, Gilles Delisle est donc gestaltiste, effectivement. Qu'est-ce qui émerge à la rencontre, ici et maintenant? C'est à ça qu'on prête attention. Mais certainement que ce qui émerge ici et maintenant, c'est qu'il y a des choses de mes bagages passés. Et notamment, puisqu'on est en train de regarder ce qui se passe à la rencontre, euh, je vais te rencontrer avec la façon dont j'ai appris à rencontrer. Je vais m'attacher avec la façon que j'ai appris de m'attacher. D'où la réintervention des théories de l'attachement. La façon que j'ai de rentrer en lien, j'ai appris à rentrer en lien de cette manière-là. Donc, certes, ici et maintenant, c'est ce qui est vivant ici et maintenant, mais il y a des bouts de passé parce que c'est des patterns anciens, c'est une façon que j'ai eue d'apprendre à rentrer en contact. Ça va, ça te Tout à fait. parle? Concrètement, quand tu dis qu'est-ce qui émerge à l'endroit de la rencontre, par exemple, ce serait un style d'attachement évitant avec mon thérapeute? Ça pourrait être quelque chose comme ça ou c'est autre chose que vous observez Ça fait partie des choses qu'on Ça fait observe. partie. Ok. Ok. Absolument. Comment tu rentres en lien avec moi? Et moi, qu'est-ce que ça me fait quand tu rentres en lien comme ça avec moi? Et moi, je vais te proposer quelque chose. Et comment tu réagis, toi, avec ce que je propose? Et du coup, qu'est-ce que ça donne de ce qui émerge entre toi et moi? Du coup, effectivement, ben, c'est intéressant de connaître un peu les différents types d'attachements, les différentes façons les différents comportements que ces différents types d'attachements donnent. Est-ce que on évite? Est-ce que on est en admiration? Est-ce qu'on se soumet? Est-ce qu'on garde pour soi? Est-ce qu'au contraire, on est très dans l'aller vers? Est-ce qu'on est plutôt à détourner? Voilà. Ok, donc vous travaillez beaucoup, enfin essentiellement finalement le relationnel avec le client et comment il rentre en relation avec le monde. Et oui, parce que le concept de Fritz Perls, c'est que en fait, j'existe au moment où je rentre en lien, en fait. Donc, regardez comment on est en lien avec le monde.
la psychanalyse dit les objets, hein, la relation d'objets, c'est comment on est en lien avec autre que soi. À partir du moment où je suis en lien avec autre que moi, c'est ça qui fait que je suis, ça va façonner ce que je suis. Donc Ok. si je regarde le relationnel, ça va parler de mon identité, de mon être au monde, en fait. Voilà, ça c'est mieux, de mon être Ok. au monde. Et ça, tu bosses de cette façon avec n'importe quel patient, client, du coup, qui viendrait, par exemple, si je viens pour un problème de j'arrive pas à prendre des décisions ou d'estime de moi ou je veux maigrir, quoi qu'il arrive, c'est ta façon de travailler. Oui, oui, parce que j'ai l'humilité enfin, j'espère, de me dire que je suis loin encore d'être une thérapeute experte. Un jour, quand je serai une très vieille dame, je serai une thérapeute experte et j'aurais vraiment j'aurais intégré toutes mes pratiques vraiment bien mêlées ensemble, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, et que je pourrais dire oui, en fait, toutes les thématiques peuvent être travaillées via le prisme gestaltiste. Je pourrais dire la même chose de l'hypnose, hein. Toutes les thématiques, absolument toutes, peuvent être travaillées avec le paradigme ericksonien. Moi, aujourd'hui, je suis dans une pratique où j'ai pas encore une intégration complète de tous mes outils et de tous mes paradigmes. Donc, il y a certaines demandes, je vais les traiter en hypnose. Il y a d'autres demandes, je vais plutôt les traiter en psychothérapie gestaltiste. Ça Mhm. va aussi dépendre de la personne. Il y a des personnes qui toquent à ma porte, qui viennent voir l'hypnose. Et au maximum, je vais répondre par de l'hypnose. Mais C'est évidemment, difficile hein, en même temps de lier nos différents cadres. Moi, j'avais eu ouais. ce problème entre l'hypnose et le coaching. Trouver la place et la garder, maintenir ce cadre, il n'est pas simple. Oui, oui, c'est pas simple. Moi, là où je rencontre des difficultés, c'est pas tant gestalt ou hypnose, parce que bon, c'est pas encore bien intégré, mais j'arrive à naviguer de l'un à l'autre. Ce que je trouve pas facile, c'est plutôt thérapie brève ou thérapie plus au long cours. Mm. Et ça, je dirais que j'ai de plus en plus de mal à m'en tenir à de la thérapie brève pour toutes les demandes. Ça, il y a certaines demandes, ben oui, on peut vraiment faire ça en un temps assez court, en quelques séances ou en quelques mois. Et puis il y a d'autres demandes, je suis tellement pétrie de mon paradigme PGRiste, je suis tellement prise dans des croyances qui sont devenues pour moi comme des évidences, des vérités. Je me Mhm. dis, mais ça peut pas être bref, c'est pas faisable. Et je suis consciente que c'est peut-être un biais, ou en tout cas c'est une croyance, c'est pas une grande vérité, mais c'est la mienne. Tu vois, c'est plutôt ça. Il y a des gens qui voudraient travailler bah, justement l'estime d'eux ou la sécurité affective. Moi, c'est tellement ce que je travaille au long cours en PGRO. Je me dis, mais ça fait 20 ans que je suis en thérapie moi-même sur ma sécurité affective et l'estime de moi. Je vais pas t'accompagner dans ça en quelques séances, quoi. Je me sens pas capable de ça. Peut-être que c'est faisable, hein, mais moi, je peux pas et je crois pas ça imaginable. Mm. En tout cas, Finalement, attachement sécure, tu vas dire, OK, j'ai un attachement anxieux évitant et on va vers un attachement sécure. Je- J'ai rarement vu ça en 3 séances. oui, Mais peut-être pisse dans mes biais. tu sais, on parlait des limites avant de commencer le podcast. Et finalement, c'est la limite de tous les cadres conceptuels, ça va être nos propres croyances et tout ce qu'on va croire de ce qui est possible ou pas pour notre client. Ben oui, oui, c'est sûr que ça, c'est un biais quand même connu, que le biais de confirmation, hein, ce que je crois, ben, je vais aller le vérifier. Donc, c'est pour ça que j'aime bien être hypno et j'aime bien être passé un long temps par la thérapie brève, parce que je garde bien en tête quand même que, ben, qu'il y a certaines choses qui peuvent se recadrer facilement, rapidement, et qu'on peut même aussi se laisser surprendre, qu'on ne sait pas. Là, Mhm, cette exposition-là, je la garde avec moi et parfois il y a des choses qui ont l'air très costauds et où en fait, en quelques séances, ça se dénoue. Et j'adore avoir ce bagage premier parce que je m'autorise à me laisser surprendre et à pas m'embourber trop dans oh là là, une phobie, ça cache quelque chose de très grave, ça va prendre beaucoup de temps ou pas. ouais. Peut-être, oui, mais ou pas. Ouais, tu vois, là, on rejoint vraiment l'importance d'avoir une connaissance de plusieurs cadres conceptuels
et plusieurs, même plus des outils, mais plusieurs croyances dans sa besace, quoi. Parce que sinon, on peut très vite Oui, s'enfermer dans bah non, mais en fait, ton trauma en 3 séances, c'est fini, quoi. Ou l'inverse, ta phobie en 25 séances, c'est bon. oui, oui, je me suis moi-même laissée surprendre de voir des psychés d'une souplesse incroyable qui avancent beaucoup plus vite que ma propre psyché. Et des choses de l'extérieur, les gens arrivent en thérapie et où je me dis, bon, ben là, ça risque d'être long parce que c'est des endroits souffrants, rigides, délicats. Et puis en fait, ben, il y a des grosses choses qui bougent, que j'ai vu bouger rapidement. En tout cas, c'est pas ce que je cherche à tout prix. Et ça aussi, j'aime bien, tu vois. Je Ouais. disais, j'aime avoir l'apport de la thérapie brève. Ça me permet de rester souple, mais à l'inverse aussi, d'avoir une approche où on assume un temps long et où on assume la thérapie longue. Ça fait que j'ai de la souplesse avec le bain. Parfois, ça va moins vite que ce qu'on croit. Je cherche pas à tout prix que ça fonctionne là maintenant tout de suite. J'ai trouvé de la tranquillité. Je commence à trouver de la tranquillité avec le fait que c'est pas efficace là, maintenant, visible maintenant. Que ben, il y a certaines choses, on ne sait pas pourquoi. Ça bouge d'abord dans le fond, ça a besoin de temps. C'est comme ça que c'est écologique. Ça m'a appris un peu à la tranquillité et la patience d'avoir intégré un cadre où on n'est pas dans la thérapie brève. Mm. J'irais même plus loin, c'est des fois le respect de la temporalité de l'autre, en fait. Oui, Je te disais que le podcast, il était avant tout dirigé vers les débutants, et ça, c'est vrai que cette pression de changement rapide, elle est beaucoup là. oui. Mais ce que je trouve pas facile, c'est que quand tu dis le respect de la temporalité de l'autre, j'ai l'impression que c'est possible qu'il y ait plusieurs temporalités dans la personne. Tu vois, Complètement. consciemment, elle veut que ça parte tout de suite parce qu'il y a quelque chose d'insoutenable. Mhm. Et c'est ça, hein, quand les gens sont exigeants et veulent que ça se fasse en une séance, c'est pas des caprices, c'est que je suis dans l'urgence à hauteur de ce que ça fait mal. Donc, il y a une part de moi qui veut que ça aille vite. Et puis, parfois, il y a une autre temporalité à un niveau plus inconscient. Bah, en fait, bouleverser mes liens d'attachement, transformer mes loyautés avec mes figures d'attachement premières, par exemple, transformer mes loyautés à mes parents, bouleverser l'estime de moi, ça veut dire bouleverser mon regard sur l'autre, sur moi, mon rapport aux autres. Ben, en fait, il y a une écologie profonde qui dit on va pas changer tout ça en 2 séances Mhm. parce que c'est beaucoup trop bouleversant. Et ça, pour des gens qui débutent, c'est pas facile, la double temporalité. Il y a quelqu'un qui peut être très exigeant et en même temps quelque chose qui supplie que ça n'avance pas trop vite. Et Ouais. on répond à qui, à quoi. C'est difficile, hein. C'est vrai. C'est C'est un- difficile. Et pas que pour les débutants. Non, non, c'est vrai. C'est toujours aussi difficile. Bah, des fois, ça te confronte aussi à une espèce d'impuissance. C'est-à-dire que, bah oui, il y a des choses qui peuvent, des symptômes qui peuvent changer assez vite, mais il y a des trucs, des patterns plus profonds qui changeront pas vite. Et ça peut être violent de changer vite ça, c'est ce que tu dis en fait. Oui, et puis des patterns plus profonds qui, en apparence, tu sais, la question, tiens, ce symptôme, par exemple, à quoi ça pourrait vous servir? Comme le tabac, par exemple. Tiens, mais en quoi c'est utile? Et puis souvent, les gens vont répondre, ben, ça me sert à rien, je me fais du mal. Donc, enlevez-moi ça, et puis ça peut partir vite parce que ça me sert à rien, je me fais du mal. Et puis en fait, il y a aussi comment le symptôme est utile à un autre niveau. Il y a des patterns profonds qui en fait maintiennent toute une écologie interne et où ni pour le praticien ni pour le client c'est visible, mais où en fait ça maintient une écologie, où ça a maintenu une écologie et où ben, ça résiste parce qu'en fait ça sert à quelque chose. Pas si simple le travail du changement, hein. Et donc, Et non, mais sinon, métier moins passionnant, finalement, si si c'était si simple. c'était si simple, ben, on bosserait peut-être pas. En fait. Ouais, c'est vrai, les gens changeraient d'eux-mêmes. Et puis si Ok. c'était si simple, il n'y aurait plus qu'une technique de thérapie, il n'y aurait pas tous ces paradigmes. Ça aussi, tu vois, quand on disait tout à l'heure à quoi ça sert de connaître notre cadre conceptuel, bah, ça permet aussi de sortir de la toute-puissance, de savoir que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que des gens cherchent, qu'on se casse les dents, qu'il y a des choses qui marchent, des gens avec qui ça marche pas, Mm. des types de personnalités où ça fonctionne pas alors qu'ils ont beaucoup besoin d'aide.
Et si l'hypnose ou la gestalt ou l'énergétique, c'était le truc ultra efficace qui marche tout le temps et hyper vite, ben, on ferait plus que ça en fait. On s'amuserait pas à chercher, à apprendre plein de trucs, à se former. Il y aurait plus de labos de recherche dans les universités. Enfin, donc, oui, c'est de la dentelle, c'est délicat et on se casse beaucoup les dents. C'est vrai. Et que parce qu'on débute. Non, c'est ce que j'expliquais là. On m'a enregistré pour un podcast cette semaine et on parlait de la supervision et elle me disait, mais à partir du moment où tu as un peu de bagage, euh, de temps où tu te pratiques, est-ce que tu fais encore de la supervision? Je dis, mais d'autant plus, d'autant plus. Parce qu'en plus, tu peux Ouais. rentrer dans des espèces de trucs où tu es sûr de toi parce que ça fait longtemps que tu bosses, quoi. Où tu, bah, comme on disait, en fait, où tu deviens complètement figé dans tes croyances sur le changement si t'es pas allé regarder ailleurs, quoi. Oui, Pour terminer, est-ce que ça te dit qu'on parle des limites de nos cadres conceptuels, et surtout des tiens d'ailleurs? avec Quelles plaisir. Alors, quelles seraient les limites de la Gestalt, par exemple? Ouais, alors tu vois, il y a une part de moi qui résiste. À la fois, je suis tout à fait partante pour en regarder les limites, puis il y a une part qui dit, on peut tout faire, il n'y a pas de limite. Alors, mais ça me plaît beaucoup de parler de ça et de réfléchir à ça. Donc, tu me parles des limites de la Gestalt, Mm, c'est ça? c'est ça. Bah, déjà, la Gestalt pure, donc pas nourrie de relations d'objets. Pour moi, c'est une des limites que je peux trouver au constructivisme. Hein. C'est que justement, ça peut beaucoup s'ancrer dans l'ici et maintenant et manquer le fait que ben, il y a une temporalité, qu'il y a l'ici et maintenant qui s'inscrit dans une continuité. Donc Mhm. ça, c'est ce qui fait que je me suis tournée vers la relation d'objet. C'est que il y a ce qui émerge d'instant en instant, comme en hypnose ericksonienne. Qu'est-ce qui émerge à cet instant? Mhm. Ok. Mais en fait, il y a une continuité, un continuum. Et, et ça, c'est une limite à mon sens. Voilà. Et puis, mon paradigme à moi, plus précisément, la gestalt et la relation d'objet. Euh, En fait, je crois que je peux en voir plein des limites. Déjà, je peux commencer par le plus externe, le plus basique, c'est des limites de temps et des limites d'argent. Ouais. Parce que les gens, je les vois toutes les semaines, 1 heure, et dans une continuité. Ça peut prendre 6 mois, hein, c'est pas forcément 15 ans, mais on n'exige pas que ce soit bref et ça peut prendre du temps. Et ça, c'est une sacrée limite que ben, les gens, faut qu'ils aient la disponibilité interne, faut qu'ils aient le temps, faut qu'ils aient l'argent. Alors, ça paraît très prosaïque, mais c'est une sacrée limite à prendre en compte et qu'on ne va pas se mettre à accompagner n'importe qui sans s'assurer que les gens aient toutes ces ressources internes et financières pour pouvoir rentrer dans un gros travail comme celui-là. Après, des limites, ben, tu vois, c'est pas facile de répondre. La PGRO, elle s'occupe principalement des troubles de la personnalité. Donc, Mhm. c'est une approche thérapeutique des divers troubles de la personnalité. Hein. Donc, quand je dis troubles de la personnalité, si vous n'avez pas encore fait de psychopatho, ben, c'est ce qu'on appelle les, euh, les personnalités hystériques, les personnalités obsessionnelles, jusqu'aux troubles borderline. Mais encore faut-il que les gens puissent être un minimum en lien, même s'ils rentrent en lien de manière hyper bizarre. Faut quand même qu'ils puissent au moins soutenir le fait d'être en face Ouais. d'une personne toutes les semaines, 1 heure. Et pour certaines personnes, c'est absolument pas faisable. Faut aussi qu'ils puissent un minimum être dans le verbal, parce que la PGRO, on propose plein de choses. Hein. Il y a aussi une approche psychocorporelle, mais c'est quand même principalement une thérapie verbale. Euh, voilà, donc s'il y a un trouble cognitif ou par exemple du gros trauma qui fait que il y a même plus du tout possibilité de communiquer. Je me dis qu'il faut peut-être commencer par autre chose. Tu vois. D'abord faire de l'EMDR, etc., pour commencer un peu à remettre de la régulation émotionnelle et de l'échange verbal.
Du coup, j'imagine que la capacité d'élaboration, de pouvoir mettre en mots les choses est importante. Oui, effectivement. Pareil, hein, si les gens sont vraiment très démunis, nous, on est là pour les aider. Mais s'il n'y a absolument pas de possibilité de recevoir de l'accompagnant pour apprendre à mettre en mots, encore une fois, on a aussi des outils psychocorporels, etc. Donc, on peut quand même recevoir les gens, mais moi, j'aurais plutôt tendance à les orienter vers autre chose, quoi. Ok, pas mal déjà. Ouais, je suis en train de chercher autre chose et puis je suis sûre qu'une fois que je vais rapprocher, je vais ah mince, Il y j'aurais avait pu aussi ça. parler. Ouais, ouais, j'adore. C'est comme une question à rebrousse-poil, hein. C'est ce que je t'avais dit dans nos échanges au téléphone. Euh, je fais l'idée de pas faire que ma promo, mais aussi d'aller regarder où est-ce que je ne vais pas et quelles sont les limites. Bah, je trouve ça super intéressant. Après, je vois des limites, mais qui sont des limites plus globales, qui sont pas que les limites de la PGRO, qui seraient les limites d'être tout seul en cabinet avec un client. Et là, c'est pareil pour toutes les approches, tu vois, mais Ouais. ça, c'est plus vaste, quoi. Par exemple, quelqu'un qui est tout juste en sevrage alcoolique, ben, arrêter si on boit 2 bouteilles de whisky par jour, euh, si on arrête l'alcool du jour au lendemain sans aide médicale, on peut en mourir. Donc Ouais. voilà, ça, c'est les limites du cabinet, c'est les limites du libéral quand on est tout seul en cabinet avec quelqu'un. Si on est avec quelqu'un qui a des gros troubles du comportement, qui est extrême, qui peut risquer d'être extrêmement violent ou qui risque de se faire du mal. Ben, ça, mais tout ça, c'est les limites du libéral, quoi. Mm. Tu vois, dans l'hypnose, dans l'hypnothérapie, je sais pas comment on va l'appeler, mais des limites aussi, qui seraient différentes de celles de la Gestalt du coup. Ben, alors, je ne sais pas si en tout cas, quand on parle d'hypnose comme on l'enseigne, c'est-à-dire en mode thérapie brève, Mm. parce que je me dis que l'hypnose ne veut pas forcément dire thérapie brève, mais tel qu'on l'enseigne, ben oui, selon moi, encore une fois, depuis mon paradigme à moi, il y a certaines thématiques qui ne sont pas hyper adaptées à la thérapie brève. Notamment, Ah, comme je te disais, par exemple, les troubles de la personnalité, quand on est face à un trouble de la personnalité borderline, ou enfin des gros traumas d'attachement, tu vois, qui font partie de la construction précoce. mhm. Euh, à mon sens, il y a des limites avec l'approche brève. Il y a des limites avec le cadre qu'on offre aussi. Tu vois, par exemple, on propose beaucoup un cadre où l'autre est libre. Vous me rappelez si vous avez envie. Vous me rappelez si vous en ressentez le besoin. Ouais, mais en fait, il y a certaines personnes, elles ont besoin qu'on soit un peu en leading et qu'on les laisse pas faire ça, pareil. Alors ça peut choquer des praticiens qui débutent, mais moi, comme j'accompagne des gens qui peuvent être parfois très abîmés, qui ont été très traumatisés, qui ont été Mm. agressés sexuellement dans l'enfance, etc., qui du coup peuvent être touchés par de la dépression ou par des très gros troubles de l'estime de soi, c'est pas des gens qui rappelleront appeler, ils ont appelé une fois pour venir, ça a été déjà énorme, et en fait, ils ont besoin d'un cadre. Tu vois, donc, voilà ce que je peux voir sur l'hypnose, ou en tout cas sur le cadre thérapie brève. Puis l'hypnose en tant que telle, moi, j'ai rencontré des limites, mais peut-être que c'est parce que j'étais pas assez formée. J'ai accompagné notamment, par exemple, une personne autiste qui avait vraiment des gros troubles cognitifs. Euh, et moi, j'avais très peu d'accès par le verbal à son imaginaire. J'avais peu de réponses à ce que je proposais, même en signaux idéomoteurs. Ben là, il y avait une limite, par exemple. Est-ce que la personne a très peu d'imaginaire ou est-ce que elle est dans un monde avec son imaginaire et que moi, j'y ai pas accès Mhm. du tout? Voilà, donc ça peut être l'une des limites que je vois, les troubles cognitifs, des grosses difficultés majeures à imaginer, à ressentir, des choses comme ça. Je sais pas ce que tu en penses. Je te rejoins complètement sur le manque de lead des fois de l'hypnose. Tu sais, nous en coaching, on remet des séances, donc il y a quoi qu'il arrive, il y a une séance de clôture à la fin, donc et notamment avec certaines problématiques où c'est très dur. Puis il y a beaucoup d'évitement des fois. Donc si tu lâches, la personne lâche. Oui, Et puis après, comme autre limite de l'hypnose, bah, après, moi, c'est ce qu'on a dit en fait, ça va être les croyances du praticien, mais comme partout, comme partout.
Je pense que la grosse limite de l'hypnose, c'est qu'on en a fait un outil magique qui peut avoir de la magie, qui peut être un truc un peu incroyable, mais ce que je disais dans le podcast que j'ai enregistré, c'est que les praticiens s'appuient trop dessus, au détriment de connaissances à côté, psycho, émotionnelles, connaissances de soi, etc., etc., quoi. Oui, 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 ça rejoint ce que je te disais au début, Mm. de connaître son cadre conceptuel, être cultivé. Ouais. Souvent, on a confondu ça, se libérer des croyances. Du coup, ça peut aller parfois vers l'inculture, quoi. Ça me fait de la peine. C'est comment on peut trouver tu vois, de la subtilité à rester ouvert, rester souple dans nos croyances, Ouais. pouvoir changer de croyance, s'adapter aux clients qu'on a en face et pour autant avoir des bases cultivées. Je suis totalement d'accord avec toi. Et plus on est cultivé, et plus on peut rejoindre l'autre, je pense aussi. Parce qu'on n'est pas dans nos biais de confirmation, en fait. Enfin, on y est, mais on s'en rend plus compte. Oui, on peut espérer ouais, s'en rendre un peu plus compte. Est-ce que tu as un côté de ta pratique qu'on n'a pas évoqué? Alors, il y en a plein, j'imagine, mais qu'on n'a pas évoqué et qui est important pour toi? Oui, alors il y a une couleur dans ma pratique qui me tient à cœur et qui va me tenir à cœur de plus en plus, je pense, c'est d'être un lieu d'accueil, qu'on va dire dans le milieu militant, un lieu d'accueil safe. Mm. Euh, C'est-à-dire au maximum, j'essaye de me cultiver là aussi à me déconstruire en termes d'oppression systémique. Je suis dans ma vie personnelle assez investie, assez militante pour un féminisme intersectionnel, c'est-à-dire vraiment travailler sur toutes les oppressions et comment l'espace du cabinet peut être un lieu d'accueil, un lieu safe pour les personnes LGBT, mais les personnes qui subissent des oppressions, de la grossophobie, du racisme. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un lieu entièrement déconstruit. Il y a aussi des boulettes qui se font ici, malheureusement. Moi, je ne crois pas qu'on puisse être complètement déconstruit, mais en chemin vers la déconstruction. Et je pense que ça requiert aussi beaucoup de travail. Il y a besoin de donner la parole aux concernés, il y a besoin de se former, il y a besoin d'aller à des ateliers, hein. Il y a de la ressource de plus en plus, hein. Il y a des groupes Facebook, il y a des porte-paroles qui offrent beaucoup de contenu pour se déconstruire si on en a l'élan. Je peux peut-être dire un mot sur un groupe à aller voir si ça intéresse. Ah, mais complètement. De toute façon, j'allais parler d'hypnose inclusive, de nous toutes. Ils font des formations gratuites. C'est C'est vraiment, ça, c'est très, très riche, hein, ce qui peut exister gratuit. Ça demande du temps et de l'énergie. Ça demande de la dissonance cognitive, beaucoup, parce qu'on se rend compte de absolument. nos propres croyances, mais qu'il faut absolument déconstruire. Et ce que tu dis, c'est beaucoup de culture. Donc, vas-y, donne les noms de groupes et de ressources qu'on pourrait avoir là-dessus. Si ça vous intéresse, si vous êtes des gens qui sont plutôt du côté des privilèges, si vous êtes blanc, mince, bourgeois, homme, hétéro, ou alors si vous êtes du côté des oppressions, si vous êtes, si vous n'avez pas un rond, si vous êtes gros, si vous êtes noir, si vous êtes une femme, ça peut toujours intéresser. Donc qu'on veuille être un allié ou qu'on veuille acquérir de la ressource parce qu'on est plutôt du côté des oppressions. Vous pouvez aller voir le groupe Facebook qui est tenu entre autres par Marie Lisel, une praticienne hors pair, et c'est le groupe Hypnose Inclusive. Où là, ben, il y a vraiment des membres actifs qui postent beaucoup de contenu sur les diverses oppressions et puis où il y a aussi de la possibilité d'intervision parce qu'encore une fois, on n'est jamais déconstruit, des construits racistes, sexistes. Quand bien même je suis une femme, j'ai des construits sexistes, hein. On en a encore et encore et c'est OK. Mais d'être avec nos pairs, de se renseigner, de pouvoir faire de l'intervision, d'aller chercher de la ressource, ben, notamment hypnose inclusive, c'est vraiment super. Et puis, du coup, là, il y a aussi tout un nid du coup, de praticiennes et de praticiens vers qui on peut envoyer des gens qui peuvent faire de l'intervision avec nous. Enfin, voilà. Donc, je te remercie aussi, Anna, de donner la parole, ne serait-ce que ça, à une femme. Je trouve ça génial, là, cette discussion entre femmes. Et puis,
puis de me permettre de poser quelques mots sur la notion de sécurité, de safe dans les oppressions systémiques. Ouais, je pense que c'est important. Moi, je commence tout juste mon chemin là-dedans. Oui, c'est un nid à croyances. Et c'est important parce que faire des espaces safe, des fois, on se rend pas compte. En fait, ce qu'on disait, tant qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, sans culture, sans aller voir, sans écouter les gens, moi, ça, enfin, j'allais dire, ça va. Je suis grosse, donc j'ai une idée de ce que ça peut être que la grossophobie. Mais je suis blanche, bourgeoise, hétéro. Enfin, voilà, toutes les autres, je les connais pas en fait. Donc tant que je lis pas là-dessus des témoignages, que j'écoute pas des vidéos, et heureusement il y a beaucoup de contenu, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Facebook, que ce soit des livres pas très chers, que ce soit des articles. Marie écrit beaucoup d'articles très intéressants. Oui, Euh, on y a de quoi faire. Et si on considère qu'on n'est pas capable d'être safe pour certaines personnes, moi typiquement je ne reçois pas pour la perte de poids parce que je suis encore trop dedans, et notamment dans mes propres oppressions avec moi-même, avec les autres, etc., je le fais pas. Donc mieux vaut envoyer vers des gens, et là d'où l'importance d'avoir un carnet de personnes, que ce soit des psychiatres, que ce soit des personnes qui sont plus inclusives ou qui savent travailler comme ça, et d'envoyer vers ces gens-là, c'est aussi nos limites, je pense. et c'est vrai que, à mon sens, l'hypnose, comme la gestalt, crée des biais. Je ne peux pas être oppressive puisque je suis en position basse et que je ne sais rien. Et ça rejoint ce que je disais au début, mais en fait, tu vas me ratifier quelque chose plutôt qu'un autre. Tu vas choisir une stratégie plutôt qu'une autre. Euh, et ça, c'est complètement invisible. Et ça peut, de manière complètement invisible, nourrir des oppressions. Et c'est pareil en Gestalt. Il ne peut pas, ça ne peut pas être oppressif puisque je suis pleinement ouvert à la relation qui émerge ici et maintenant et je suis un professionnel de l'accueil de l'autre. Donc je vois aussi ce biais-là hein, dans le monde de la Gestalt. Je pense que là aussi, c'est important d'être cultivé et c'est important d'être en position basse là aussi. Ben oui, peut-être que sans même m'en rendre compte, je suis biaisée et je peux éventuellement être oppressif. C'est pas une insulte, c'est OK. Est-ce que dans ta... Du coup, on repart sur un sujet, hein. Est-ce que dans ta pratique, tu fais de la psychopédagogie, par exemple, sur ces oppressions? Tu vois, je pense à une cliente qui venait parce qu'elle était très malheureuse dans son couple, parce qu'elle devait tout faire, parce que voilà. Et là, il y avait, moi, j'étais pas du tout encore là-dedans, mais j'aurais peut-être pu faire de la psychopédagogie sur le féminisme, sur les choses comme ça. Est-ce que toi, tu prends cette partie-là dans tes séances ou ça rentre pas du tout en compte? Et ben, c'est un endroit qui est pas complètement résolu pour moi. En tout cas, déjà, de toute façon, c'est dans mes séances puisque j'ai ce regard-là. Ça fait partie de mes grilles de lecture et de mes biais. Donc, quand bien même je le dis pas, c'est présent. Et je trouve que c'est super touchy. Parce que, je sais pas moi, par exemple, il y a des années, j'ai reçu une dame qui se faisait taper dessus. Et le fait d'être hyper clair avec le c'est pas OK ce qui se passe, et c'est de la violence, et c'est du viol conjugal, bah, elle n'est jamais revenue. Donc, il y a ça aussi, c'est OK, c'est dans le champ, et comment je fais pour commencer à initier ces questions-là sans que l'autre se barre. Et puis, il y a aussi ben, la position basse, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont absolument insoutenables pour moi. Ben là, j'ai besoin, je vais le dire, je vais pas aller manipuler. Genre, je vois un mec qui a des propos qui viennent me choquer. Je vais pas aller faire de l'hypnose pour manipuler sans le dire, pour qu'il pense autrement. Là, je vais dire, ben, voilà, là, j'ai une limite. Voilà ma personnalité, voilà d'où je viens. Et là, vous êtes en train de dire quelque chose qui me touche et qui me choque. Tu vois, je trouve qu'il y a le risque en tant que militant, le risque. Je veille à être le plus direct et le plus clair possible. Je ne vais pas aller me mettre à faire des suggestions indirectes quand je pose une action militante. Donc oui, ça m'arrive, mais ça demande toujours, toujours de la co-construction, d'aller au rythme de l'autre, d'accepter dans une certaine limite ben, qu'il ne soit pas au même endroit que moi, qu'il n'ait pas les mêmes croyances que moi, et puis d'assumer que si c'est trop confrontant pour moi, je lâche. Je le dis clairement et je lâche. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Tu as mais tout à fait répondu à la question, et l'exemple que tu donnes,
Il est flagrant. Bien, écoute, je te remercie, c'était passionnant. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on n'a pas abordé qui te paraît très important de dire absolument avant qu'on finisse? Non, ouais, ouais. Comme souvent, quand on me donne un peu le mot de la fin, euh, mais c'est quelque chose qu'on a déjà dit, mais j'ai envie de le redire et ça rejoint ce qu'on vient de dire à l'instant. Si ce podcast est entendu par des gens qui débutent, j'ai envie de dire faites-vous accompagner, faites-vous superviser. C'est pas une insulte. On est des vélos cabossés et on est juste un tout petit peu moins cabossés que les gens qu'on accompagne. Le but, c'est d'avoir juste un pied devant. Et, et, et voilà, il y a besoin de se faire accompagner, il y a besoin de se faire superviser. Même les thérapeutes experts se font accompagner et superviser. Il y a besoin de se former tout au long de notre vie. Mais voilà, je crois que c'est ce qu'on a un peu dit tout le long du podcast, mais je le redis de façon un peu pompeuse. Parfait. Finissons sur du pompeux alors. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi pour cette petite tribune. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez tout écouté. Félicitations et j'espère que vous avez trouvé des pistes de réflexion intéressantes. Encore merci Pauline d'avoir pris ce temps de partage avec moi. Si vous voulez travailler avec Pauline, il y a tous les liens dans les notes que vous pouvez télécharger directement dans la description du podcast. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter. Et pour le prochain podcast, ce sera une discussion avec Elsa Couteillé sur la politisation du bien-être, thème passionnant, secouant dirons-nous. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et prenez soin de vous.